Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce parfaitement. que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Ok, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente et ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui mon ouvrage Les pierres de la Nation, les collections minéralogiques de l'École des mines de Paris, qui est paru chez Marais Martin en mai 2025. Donc, cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat que j'ai déjà présenté au Coffre-Géo en 2021. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas trop vous ennuyer. L'idée qui est à la base de ces livres est née en 2014. Christian Moreau vient de le dire. C'était l'année internationale de la cristallographie. Et à ce moment, la galerie des minéralogies du Muséum à Paris venait d'être rouverte. Les jardins des plantes et les portails de l'école des mines étaient décorés par des grands panneaux qui présentaient des minéraux presque comme des tableaux abstraits. Donc ça m'attirait beaucoup. C'était pour moi une manière nouvelle de regarder les pierres. Et je sais maintenant très bien que pierres et minéraux, c'est pas du tout la même chose. Vous allez m'excuser, mais là, je vais utiliser davantage les mots pierre pour reprendre les titres du livre. Donc, en 2014, là, vous me voyez aussi peut-être, je me suis demandé pourquoi les pierres capturent ainsi les regards, pourquoi on les collectionne, qu'est-ce qu'elles racontent, surtout d'un point de vue de l'histoire des arts. Donc, en un mot, pourquoi les pierres? Et les livres s'ouvrent par une citation. J'arrive pas à changer de dire. Ah si, voilà. Les livres s'ouvrent donc par une citation qui répond partiellement à cette question et c'est tiré de l'ouvrage Historia delle Pietre par Agostino de Riccio qui écrit: N'est-il pas vrai que ce sont les pierres qui amènent les hommes vertueux à accomplir de si grands voyages pour les voir? Pourquoi voyage-t-on à Rome, à Florence et dans les autres villes, si ce n'est pas pour voir des pierres, des flèches, colonnes, colosses, piliers, tasses, géants, statues d'hommes et de femmes? On ne voyage pas pour voir les terrains incultes, les bois, mais pour voir des pierres réduites en de bonnes formes. Voici ce que j'ai dit à certains hommes ignorants et dépourvus d'intellect qui blâment les pierres sans raison. Donc en 2014, moi je regardais les pierres de cette perspective artistique. Disons, j'étais étudiante en master en histoire de l'art. Et cette perspective sur les pierres, qui est un peu celle d'Agostino de Riccio, j'ai voulu la garder dans les livres et aussi la conjuguer à d'autres. Et essayer de voir comment les pierres racontent en même temps l'histoire de la Terre, des hommes, de l'art et des sciences. Et donc, vous allez voir aussi que dans les livres, grâce à mon éditeur aussi, il y a beaucoup d'images. Donc, les collections aussi racontent tout cela. Elles peuvent être considérées également comme une mise en bonne forme des pierres si on pense à quand elles comptent parmi leurs objets, des objets en pierre travaillée. Si on pense aux suites minéralogiques qui répondent à un classement méthodique, si on pense à certains choix d'agencement. Donc, deuxième question, pourquoi les collections dès l'école des mines en particulier? Alors, l'école des mines, c'est le seul cas à Paris où on a conservé la muséographie du 19e siècle. C'est la première galerie de minéralogie à Paris parce que oui, elle précède celle du muséum. Et sur ces 80 mètres, on peut se promener dans ce mobilier du 19e siècle, dans les vitrines, dans les tiroirs, tous remplis de minéraux. Donc, c'est un lieu assez suggestif, mais aussi les collections de l'école des mines par rapport à d'autres ont des caractéristiques économiques particulières car elles appartiennent à une institution qui est créée pour gérer les territoires et ses ressources. Et donc là, ces liens avec le territoire m'amènent à la troisième question. Pourquoi les pierres de la nation? Évidemment, les liens avec les territoires, c'est aussi celui avec le sol national, qui est une idée très forte qui parcourt tout le livre. Parce que en fouillant dans les archives et dans les tiroirs remplis de minéraux, une chose est vite devenue évidente, c'est-à-dire que l'histoire de ces collections de l'école des mines est évidemment scientifique, artistique, mais aussi économique et politique.
C'est pour ça aussi que la chronologie s'étend sur un siècle, 1760, 1860, donc environ dès la fin de l'Ancien Régime au Second Empire. Et j'ai voulu essayer de suivre les bouleversements politiques de la France et la manière dont les collections se rapportent à ces changements. Donc aujourd'hui, je ne vais absolument pas vous raconter l'histoire de France ni celle de ces pierres, loin de là, mais des plus petites histoires, des anecdotes, disons, qui sont parfois marrants et qui sont issues du silence des archives, mais qui sont ceux qui, à mon avis, animent les livres et qui ont donné lieu à d'autres histoires autonomes, à d'autres recherches. Donc, la première partie du livre reconstruit l'univers de Balthasar Georges Sage, un personnage, à mon avis, fascinant qui continue de m'occuper. C'était Sage, un chimiste et minéralogiste parisien, fervent royaliste aussi. Il a été défini également par Dorio Toderichou, impénitent, touche à tout. Et puis fondateur de la première école royale des mines et de ses collections, bien sûr. Donc, dans ces portraits des sages, on retrouve déjà tous les éléments dont on a besoin pour le comprendre, pour l'encadrer, pour le caractériser. Donc, c'est un portrait par un artiste dijonnais, François Colson, qui date de 1777. Et déjà là, par rapport à la collection, dans l'étagère derrière, vous pouvez voir des produits chimiques dans le bocaux qui évoquent l'activité des chimistes, des sages, des minéraux. Ça, ce sont des minéraux, à mon avis, qui font déjà partie de la collection parce que vous voyez, ils sont posés sur des socles. Sur la table, au premier plan, encore des objets qui évoquent les expériences chimiques des sages. Donc, des bocaux, ces ballons qui est un ballon de pompe pneumatique et qui rappelle précisément ces expériences sur la respiration des animaux. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet élément assez particulier sur la table. Vous pouvez voir un oiseau mort là sur le rebord. Ensuite, penché dans ses bocals. Et ensuite, là, il est en train de s'envoler. Est-ce que c'est les mêmes oiseaux? Est-ce que ce sont trois oiseaux différents? Et ici, sur ce tableau. Donc, en fait, le tableau raconte une histoire très précise qui s'est passée également en 1777, lorsque l'empereur Joseph II d'Habsbourg se rend à Paris, visite l'Académie royale des sciences, et à ce moment, euh, Lavoisier fait une expérience devant lui, qui est la fameuse expérience sur la composition de l'air. Je vais très vite là et pendant laquelle un oiseau périt sous un cloche en verre parce qu'il est dépourvu d'oxygène. On sait aujourd'hui que c'est l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Que Sage euh, arrive à ressusciter l'oiseau en frottant son bec avec des sels d'ammonium de son invention. L'alcali volatile fluor, ça s'appelle. Et apparemment, l'empereur est enthousiaste de cette capacité des sages de ressusciter les morts. Donc immédiatement, Sage commande ces tableaux qui est une, disons, photographie avant la lettre de son succès. Il commence à publier une série de pamphlets où il parle de ses expériences pour soigner les asphyxies. Il dit aussi qu'il a ressuscité des hommes avec ses remèdes. Et à cette époque, il y a un grand débat sur ce sujet. C'est l'histoire de la chimie qui dira que Sage avait tort après. Mais vous voyez comment un personnage qui exprimait ses positions sans gêne, comment il pouvait être perçu par ses collègues académiciens. Et il y en a qui les définissaient même des charlatans. Et si on revient au portrait, vous voyez également comment il est très bien habillé, avec des tissus très raffinés, de même pour tout le mobilier de la pièce. Regardez par exemple la table. Il a une expression souriante, affable. Il nous invite dans son bureau. C'est vraiment son portrait triomphant. C'est un portrait du scientifique, un haut bourgeois qui pratique la science dans le cadre des salons. Un dernier élément, vous voyez au fond, cet objet-là, c'est un four pour la coupellation des métaux. Et c'est important de le souligner parce que Sage était aussi essayeur à la monnaie.
Et c'est à l'Hôtel de la Monnaie que la première École royale des mines est installée avec ses collections. Depuis 1778, l'école en elle-même, elle va être officiellement fondée en 1783. Donc, les cabinets de minéralogie de l'école, qui était celui des sages. Donc là, on est dans une sorte de superposition entre propriété privée et institutionnelle, qui est pas rare à cette époque. Ces cabinets de minéralogie se déployaient dans les grands salons d'honneur de l'Hôtel de la Monnaie. Aujourd'hui, vous voyez encore ici quatre des armoires d'origine. Et vous voyez comment les cabinets étaient accessibles au public. C'était pas uniquement pour les étudiants, c'était un public raffiné. Euh, Certains récits des voyages parlent de ces salons comme du salon d'une dame raffinée qui réunit le luxe et la science. Et vous voyez que c'est effectivement un cadre très riche. Et donc, la première école royale des mines ne fait absolument pas penser aux tunnels souterrains sombres, humides, dangereux. Et son premier directeur, d'ailleurs, n'a jamais mis les pieds dans une mine. Elle est bien plus proche des salons parisiens habités par la constellation savante des collectionneurs, des scientifiques, des amateurs. Et vous voyez comment les cours de chimie, pareil, s'y rapprochent à une véritable performance publique. Avec Sage au milieu qui lève la main. Là, on peut voir de la fumée ou du gaz qui monte de sa paume. Et cette attention pour l'esthétique et pour ces aspects-là m'a particulièrement intéressée parce que Sage avait aussi un cabinet particulier d'objets d'art qui n'a pas été étudié, auquel j'ai dédié un chapitre dans les livres et qui a bien sûr ces cabinets d'objets d'art une relation très étroite avec les cabinets de minéralogie et ça m'a permis d'étudier Sage comme un collectionneur à 360 degrés. Cependant, cet agencement très luxueux ne se fit pas sans problème parce que cette collection, par le biais des donations aussi, ne faisait que s'accroître. On essayait donc d'exploiter l'espace en hauteur avec ces galeries surélevées que vous voyez. Le salon, il n'est pas si grand qu'il peut sembler, donc on manquait d'espace. Et pour ce faire, une partie de l'espace destiné aux collections était celui-là que j'ai encadré en rouge et qui faisait partie du logement du greffier en chef de la Cour des monnaies. Mais c'est Gudré des Ferriers, vous le voyez sur le plan. Et donc, même si l'administration accorde l'usage de ces espaces, les greffiers ne veulent absolument pas céder son appartement. Et c'est une situation qui exaspère Sage. On a une série d'essais lettres qui écrit à différentes personnalités où il sollicite des archiducs, des archevêques, des ministres, il mentionne même le roi pour obtenir la permission d'utiliser cet espace. Et il transcrit pour ses correspondants les mots du greffier qui dit qu'il ne veut pas déménager avant Pâques car, je cite, ses occupations actuelles sont inconciliables avec les troubles d'un déménagement qui lui est imposée dans la saison la plus incommode et la plus rigoureuse de l'année, et il s'est dit aussi outré que surpris. Or, nous sommes entre 1784 et 87, ce n'est que 10 ans plus tard que le projet peut aboutir lorsque Sage déclare vouloir terminer à ses frais ces monuments utiles pour la nation. Alors, je vais m'arrêter sur le terme qu'il emploie, monument utile pour la nation. Euh, Ça, c'est très important que sache définir les cabinets de minéralogie comme ça, déjà depuis les années 1780. L'idée des monuments nationaux euh, avec celle des sols nationaux traverse vraiment tous les livres. Et c'est à travers ces concepts que j'ai voulu étudier les rapports entre les collections, le patrimoine, l'identité politique et l'imaginaire de la nation. Donc, de plus, Sage est assez précoce car l'idée des patrimoines se développe en France du traumatisme qui est celui du vandalisme révolutionnaire. Et en parallèle, l'idée des musées et les musées eux-mêmes sont nés aussi de ces traumas collectifs. Le musée comme lieu de mémoire, comme lieu pour surveiller et s'instruire, comme il a été écrit par Dominique Poulot.
le musée comme lieu accessible au public, lieu de conservation du patrimoine matériel. Et Sage semble déjà considérer le cabinet de minéralogie euh, en tant que musée dans ce sens. Mais hélas, Sage ne verra pas les collections de minéralogie devenir un véritable musée. Après la Révolution, l'École royale des mines cesse d'exister en tant que telle. On établit une nouvelle institution, des nouvelles collections, un nouveau bâtiment, euh, alors que Sage, quant à lui, reste dans l'Hôtel de la Monnaie avec son cabinet de minéralogie jusqu'à sa mort, qui advient en 1824. Et l'année suivante, sa collection est démembrée. Donc, il y a cette superposition temporelle entre Sage et la nouvelle école des mines, disons révolutionnaire, qui a été pour moi un des aspects les plus complexes à saisir et à réécrire, mais aussi un des plus passionnants, car on voit vraiment comment les sciences de la Terre, et j'ai dit sciences de la Terre a posteriori, changent de signification sociale, comment elles sont institutionnalisées et comment les pratiques de la collection changent entre l'Ancien Régime et la Révolution. Et on commence à jeter les bases pour les pratiques qui vont se consolider entre la Restauration et la fin du Second Empire. Donc, après toute une série d'aventures, disons, architecturales et administratives, en 1815, l'école des mines change de siège et s'installe dans l'hôtel des Vendômes avec ses collections. Et vous le voyez ici, c'est son siège définitif et actuel. Et là, vous voyez le musée de minéralogie aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas simple. Là, c'est une très belle image, mais essayez d'imaginer la galerie en 1815, rempli de caisses de minéraux à moitié cassées, plein de poudre. Il faut vider ces caisses, classer, ranger dans les vitrines. En plus, en 1819, le responsable des collections, Jérôme Tonnelier, meurt. Ce qui ne fait qu'empirer cette situation de chaos. On ne sait pas qui doit s'occuper des collections, etc. En plus, l'école ne peut utiliser qu'une partie de l'hôtel des Vendômes. L'hôtel des Vendômes est encore partiellement occupé par un détachement des soldats prussiens, le deuxième étage par différents locataires. Les salles des cours et les laboratoires sont humides, petits, mal éclairés. Les étudiants deviennent de plus en plus nombreux. Et puis, comme l'écrit Louis Aguillon dans son ouvrage sur l'école des mines, l'administration de l'école n'avait même aucune action sur les portiers concierges, personnages dont les rôles ne laissent pas déjouer, ont laissé une certaine importance dans la discipline intérieure d'une école. Donc, depuis les temps des sages et donc contentieux, des sons contentieux avec les greffiers de l'Hôtel de la Monnaie, vous voyez comment les litiges avec d'autres locataires semblent rester une constante dans l'histoire de l'école. Donc, il faut attendre un peu pour qu'un véritable projet de muséification des collections se mette en place. Il faut attendre les années 1850. C'est à ce moment qu'on renouvelle le mobilier muséographique, que, on agrandit les espaces et surtout qu'on commande les décors peints du musée. Vous voyez ici l'escalier d'accès aux collections, ça c'est l'entrée. Et on commence également à réfléchir à la communication avec le public. Donc c'est pour étudier ces aspects que les livres s'étendent jusqu'aux années 1860. Ce qui m'intéressait, c'était de partir de ces dispositifs muséographiques qui est les grands escaliers pour étudier la spectacularisation des sciences de la Terre et leur divulgation sans précédent pendant la seconde moitié du XIXe siècle. La floraison d'images d'une culture visuelle renouvelée des sciences de la Terre, dont les peintures de l'école des mines font partie. On peut penser à Jules Verne, donc Voyage au centre de la Terre, tout d'abord 1864. On peut penser à toutes les périodiques des sciences populaires qui sont publiées en ces moments. Là, il y a des images des glaciers. On peut penser aux ouvrages de divulgation scientifique comme La Terre avant des déluges des figuiers, là vous avez une illustration, ou encore aux grands dispositifs des expositions universelles qui reconstruisent des mines, des animaux extincts, etc. Donc, en me penchant sur ces images, euh,
j'ai envie de dire que les sciences de la Terre, par rapport à d'autres sciences, se prêtent particulièrement bien à être illustrées car elles permettent de voir ce qui est invisible. Des endroits inaccessibles comme les tunnels souterrains, comme les sommets des glaciers, des phénomènes très dangereux comme les éruptions volcaniques, ou encore des époques passées, des animaux éteints et des créatures enfin mythiques. Donc, les images des sciences de la Terre permettent de rendre visible l'invisible. Quant aux peintures du grand escalier, les allégories sont l'œuvre de l'artiste Denis Abel de Pujol et les paysages de Claude Dugard. Mais c'est vraiment un cas exemplaire qui montre une collaboration entre les artistes et les ingénieurs et géologues, comme il y en a plusieurs au XIXe siècle. Car le programme iconographique est choisi par Élie de Beaumont et Armand Dufresnoy. Et Dufresnoy surtout insiste sur le fait que ces tableaux doivent réunir à une grande vérité géologique, une belle exécution artistique. Par conséquent, on veut des portraits géologiques des lieux. Et donc, on envoie l'auteur des paysages, Claude Hugard, sur les sites qu'on lui demande des peintres. Beaucoup de tableaux représentent les Alpes, donc ça pour Hugard c'était facile, disons, car il était originaire d'Écluse en Savoie, mais je vais m'arrêter sur son voyage pour peindre l'Etna qui est un véritable périple. Hugues part de Toulon sur un aviso à vapeur qui appartient au ministère de la Marine et des Colonies et qui, pour cette raison, était moins cher. Et ça, c'est pas anodin, car c'est les peintres qui doivent avancer les frais du voyage. Et il s'est plaint de ça dans ses lettres à plusieurs reprises. Ensuite, il arrive à Messine, où il y a une épidémie de choléra, donc il est retenu en quarantaine. Et finalement, il arrive à Catane. Toutefois, les remboursements tardent à arriver et de même les paiements des étoiles. Et malheureusement, là, je n'ai pas encore appris la suite de l'histoire, mais j'espère en avoir l'occasion bientôt. Donc, toutes ces histoires pour le 19e siècle sont, si vous voulez, plus nombreuses, plus faciles d'accès, mais elles ne sont pas issues que des documents d'archives, mais dans beaucoup des cas, des objets eux-mêmes, des pierres. Un exemple, c'est le cas du trophée des graphites à Libère. À Libère qui était, pour aller très vite, un commerçant, un explorateur. Euh, donc, la première chose qui a attiré mon attention avant que je commence à travailler sur ça, ben, c'était justement les objets, les vestiges du trophée que le musée conserve encore. Puis, je me suis penchée sur les études existantes, car il y en a quelques-unes. Et puis, j'ai vraiment creusé autant que possible son expédition en Sibérie dont ces objets sont issus et que j'ai approfondi dans une autre étude. La même chose peut être dite pour les diamants de la couronne de France, qui ont une histoire également digne d'un roman, j'ose dire. Donc aujourd'hui, l'école des mines conserve les améthystes et les topazes roses qui était sertie sur les parures de l'impératrice Marie-Louise et une partie des émeraudes de la couronne des sacres de Napoléon III. Et ces pierres ont été sauvées de la vente aux enchères des joyaux de la couronne en 1887. Une partie à l'école des mines, une partie au Louvre, une partie au muséum. On estime que ces pierres doivent être sauvées euh, de la dispersion. Et là, il revient avec force cette idée du patrimoine matériel qu'il faut être préservé dans les musées, l'idée de patrimonialisation des pierres, parce que finalement, oui, elle raconte l'histoire des rois de France principalement, mais donc l'histoire de la nation. Donc ces derniers, les derniers chapitres du livre euh, avait aussi le but, non pas de compléter l'histoire, mais aussi de stimuler la curiosité, de dépasser les murs de l'école des mines et d'ouvrir les pistes de recherche sur l'histoire des sciences de la Terre au 19e siècle et vraiment spécifiquement sur l'histoire visuelle des sciences de la Terre au 19e siècle. Et c'est un sujet que j'ai découvert n'est pas beaucoup étudié, donc je suis en train de me dédier à ça à présent.
Donc au final, les collections de l'école des mines ont été pour moi un observatoire privilégié pour étudier l'histoire des collections de minéralogie et le rapport avec la notion de patrimoine. Ces collections ont vécu l'époque de l'hybridation entre public et privé, de l'espace savant du cabinet à l'administration des ressources en un moment de crise politique et économique, donc la révolution et la période post-révolutionnaire. Et puis on arrive jusqu'à une nouvelle ouverture au public, plus évidente, plus spectaculaire, qui est celle du 19e siècle et qui est marquée par une nouvelle quête des aspects esthétiques dans l'agencement, par exemple. L'histoire de ces collections et de ces collections en particulier permet donc de saisir comment, dans la collection, au fil des différents discours politiques, des régimes politiques, on a voulu présenter et aussi auto-représenter les liens entre territoire, ressources et nation. De l'inébranlable foi monarchique des sages à l'institution révolutionnaire qui est au service de la nouvelle nation, à l'État national après la Restauration jusqu'à la célébration spectaculaire du Second Empire. Donc, du point de vue méthodologique, vous l'avez peut-être compris, j'ai essayé d'aborder cette complexité en traçant trois fils principaux, c'est-à-dire, un, les collections de minéraux comme objets politiques, donc qui permettent de voir du coup d'œil les richesses du sol, ses caractéristiques et son histoire. Deux, les collections comme objets artistiques, donc l'agencement, les objets travaillés, les rapports au public, les images. Trois, les collections comme objets scientifiques, donc le rapport avec la production de savoirs spécifiques et la manière dont elles matérialisent les résultats de ces savoirs, qui sont aussi, dans le cas de l'école des mines, des savoirs économiques et scientifiques. Donc le but, c'était d'apporter sur cette histoire un regard à la croisée des disciplines, histoire de l'art, histoire des sciences, géosciences, non seulement pour raconter une histoire peu connue, mais aussi pour la réintégrer au sein d'une plus large historiographie du patrimoine scientifique. Et je vais vers la conclusion et je voudrais parler de celle qui était, à mon avis, une des plus intéressantes contributions du livre. Donc, alors que je travaillais dans les archives du musée avec Didier Nectou, qui alors en était les directeurs, on a retrouvé ces objets d'art asiatiques que vous voyez ici, qui étaient au fond d'un tiroir et on ne savait pas exactement ce que c'était. Par hasard, complètement par hasard, j'étais en train d'étudier ces catalogues-là qui concernent la saisie du cabinet d'Henri Bertin juste après la Révolution. Et en confrontant, en comparant les deux choses, ben, on s'est rendu compte que ces objets faisaient partie de la collection d'Henri Bertin. Et donc, on a pu les mettre en valeur dans une vitrine qui leur était spécifiquement dédiée. Donc, ces livres a vraiment été écrit avec les objets. Et il est aussi très lié, surtout dans les phases finales des rédactions, à cette exposition Minéraux objets des collections qui a eu lieu entre 2023 et 2024, pour laquelle j'ai travaillé comme co-commissaire avec Didier Nectou, Héloïse Gaillou et Clotilde Savatier. Et là, en écrivant les livres, en même temps, je pouvais manier les objets, les imaginer dans un parcours d'exposition, imaginer comment raconter leurs histoires au public. Donc, je pense que cet ouvrage a vraiment beaucoup bénéficié de cette opportunité. Il a aussi beaucoup bénéficié de la gentillesse et de la disponibilité de l'équipe de l'école des mines, l'équipe du musée et celle de la bibliothèque. Car si en 2014, j'ai décidé de travailler sur cette collection, c'est aussi grâce à un magnifique accueil que j'ai reçu et qui a toujours été le même pendant 10 ans. Donc, je ne cesserai de remercier pour cela. Donc, je vais conclure. J'ai commencé cette présentation par une citation, celle qui ouvre les livres, et je vais terminer avec celle qui clôture les livres et qui est tirée de l'ouvrage Pierre de Roger Caillois, qui, avec son imagination de poète surréaliste, écrit comme qui, en parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets.
et il lui resterait encore beaucoup à dire. Ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que les destins d'une espèce passagère. Donc je pense que ces passages peuvent finalement exprimer mon ressenti de ne point avoir épuisé le sujet et je vous remercie pour votre attention.